Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Et c'est un sujet aux limites de l'histoire et de la légende que Franck Ferrand a choisi d'aborder aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avons tous un jour ou l'autre rêvé d'Atlantide. Je parle moins ici du pays imaginaire de Pierre Benoît que du continent perdu, objet de tous les fantasmes depuis tant de générations, l'Atlantide. S'agit-il d'un mythe ou bien d'une réalité disparue ? Eh bien, nous allons essayer d'apporter une réponse en compagnie d'un des meilleurs connaisseurs du sujet, Jacques Gossard. Je sais très bien qu'en entendant l'énoncé du sujet d'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu s'empêcher de hausser les épaules, de lever les yeux au ciel. Ce Franck Ferrand, où est-ce qu'il nous emmène ? Est-ce que l'Atlantide, c'est un sujet bien sérieux ? Eh bien, c'est à eux, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Alors, s'agit-il d'un mythe ou d'une réalité ? Évidemment, nous allons nous poser la question, nous allons voir quelles sont les sources, nous allons essayer de localiser cette immense île, cette Atlantide, nous allons essayer de bousculer nos habitudes de pensée, un peu comme si notre esprit faisait la roue ou jouait au pendu. Certains, vous allez voir, continuent à l'heure où nous parlons de chercher l'Atlantide comme jadis d'autres cherchaient le Graal. Alors bonjour Jacques Gossard, vous avez consacré une grande partie de votre vie à traquer l'Atlantide en quelque sorte. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle l'Atlantide, vous avez écrit également les Atlantes hier et aujourd'hui et vous êtes le cofondateur et le secrétaire de cette revue que j'ai entre les mains qui s'appelle Kadat, Chronique des civilisations disparues. Alors évidemment, vous ne vous cantonnez pas au domaine de l'Atlantide, mais c'est un domaine immense et qui va nous suffire amplement aujourd'hui. Il faut que vous nous disiez d'abord d'où vient cette idée d'Atlantide. On a deux grands auteurs dans l'Antiquité qui en parlent, Hérodote d'une part, mais qui ne fait que le citer, et puis surtout Platon, avec deux dialogues de Platon connus, avec le Critias et le Timée, qui décrivent l'Atlantide. Et puis j'ai envie de dire, et puis c'est tout. On part de Platon, parler de l'Atlantide dans le Timée et le Critias, et il a décrit cette civilisation de manière très précise. Dans un contexte d'ailleurs qui, pour lui et pour ses lecteurs, ne laissait planer aucun doute. Au départ, pour lui, l'Atlantide, c'est une réalité historique parce qu'il le dit à plusieurs reprises et il insiste dans ses textes en disant, vous savez, j'ai l'habitude de vous raconter de belles histoires, mais là, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Alors, cette histoire vraie, en fait, il ne l'a pas tirée de nulle part. En fait, cette histoire, elle vient de Solon, un homme d'État athénien qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ et comme tous les gens cultivé de cette époque-là, Athènes, il voyageait pour faire du tourisme et puis surtout pour étudier. Et le pays où on pouvait étudier le mieux lorsqu'on était athénien au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était l'Égypte. Solon a entamé un voyage d'études en Égypte en exactement 570 avant Jésus-Christ. Et c'est là que Solon va avoir une révélation. Donc Solon vivait 6 siècles avant Jésus-Christ environ, il fait un voyage en Égypte et voilà qu'en Égypte, les grands prêtres lui font une révélation incroyable. Il se lie l'amitié avec des prêtres de Saïs, qui est un temple assez connu à l'époque, et les prêtres de Saïs vont lui parler pour la première fois de l'Atlantide, en lui disant, vous savez, toute cette histoire qu'on va vous raconter, c'est écrit sur des murs en hiéroglyphes, et ça concerne finalement aussi l'histoire de votre peuple. L'histoire, grosso modo, c'est celle-ci, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Oui, on lui dit 9 000 ans avant vous, donc ça fait presque 10 000 avant. 10 000 ans avant Jésus-Christ à peu près. 9 000 ans avant vous, il existait, colonne d'Hercule, c'est le détroit de Gibraltar, ce que nous connaissons comme détroit de Gibraltar aujourd'hui. Il existait, au-delà des colonnes d'Hercule, on traduit dans l'océan Atlantique, il existait une grande île, une grande civilisation, comme l'Asie et la Libye réunies. Oui, l'Asie qu'on connaissait à l'époque. Qu'on connaissait à l'époque, l'Asie mineure, et le Proche-Orient ou l'Asie mineure. D'après les estimations, on arrive à peu près à 400 000 km². C'est-à-dire presque la surface de la France. À peu près. Pas très loin. Donc ça fait 1000 km de long sur 400 km de large. Cette île était divisée en deux parties. Une partie qui était une plaine et l'autre partie qui était une montagne, pas très haute mais une montagne quand même. Et puis au milieu de tout ça, il y avait une grande capitale. Et dans cette grande capitale régnaient des rois qui avaient une grande puissance. Et il faut dire aussi que ce pays était véritablement un pays de cocagne parce qu'on y trouvait à peu près tout ce qu'il fallait pour vivre, avec un climat idéal, avec des richesses naturelles extrêmement importantes. Mais, et Platon insiste là-dessus aussi, dans son récit, il dit qu'une partie des produits
produits étaient importés. Donc cela suppose des relations commerciales probablement avec le reste du monde et spécialement avec la Méditerranée. Alors apparemment, ces gens vivaient en bonne intelligence avec leurs voisins, c'est-à-dire les gens du pourtour de la Méditerranée, jusqu'à ce que vers 9000 ans avant Solon, la première phase, ça a été une volonté de puissance et de domination des rois atlantes et ils ont décidé de conquérir le reste du monde et pour ça ils ont lancé leur armée, entre autres contre les ancêtres des Athéniens et au cours d'une grande bataille, les Athéniens ou leurs ancêtres ont vaincu les Atlantes. Première étape. Deuxième étape, une sorte de jugement des dieux et de punition des dieux. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'île Atlantide s'est abîmée dans les flots. Alors, c'est-à-dire que là, c'est la disparition brutale de tout ce petit continent, en quelque sorte. Ça paraît assez extravagant. Alors, Platon reprend le témoignage de Solon. Il le reprend très sérieusement, disons-le, mais est-ce qu'il nous donne des éléments pour juger du degré de civilisation des Atlantes? Est-ce que d'après Platon, ces gens étaient d'une civilisation supérieure, en quelque sorte? Alors, oui et non. C'est-à-dire que Platon ne nous parle pas de sujets dont, par la suite, on va beaucoup parler à propos de l'Atlantide, et on va même délirer à propos de l'Atlantide. Bien sûr, les Atlantes, en tout cas Platon n'en parle pas, ne connaissaient pas la machine à laver, ils ne connaissaient pas l'électricité, ils ne connaissaient pas le rayon vert qui tue, mais c'était une civilisation très développée, très puissante, mais encore une fois, très puissante surtout au point de vue économique, semble-t-il. Jusqu'à ce que les rois lèvent leur armée, qui était une armée apparemment très, très puissante aussi, et la lancent à la conquête du monde. Alors, quand même, quand on parle de Platon, toujours, on peut que se demander ce que pense l'autre continent de la pensée, si je puis dire, c'est-à-dire Aristote. Or, Aristote ne prête aucune foi aux propos de Platon, en l'occurrence. Voilà. Et c'est ça, c'est tout le problème de l'Atlantide, c'est que les lecteurs de Platon ont en général accepté tout à fait convenablement cette hypothèse d'Atlantide, mais Aristote a décidé que finalement, c'était une légende. Ça n'avait pas de réalité historique. Ça n'avait pas de réalité historique, c'était une façon pour Platon d'exposer ses idées philosophiques et concernant l'état idéal. Et donc, Aristote a décidé qu'une bonne fois pour toutes, il fallait renvoyer l'Atlantide sous les flots. Alors, c'est une belle histoire que cette histoire de l'Atlantide, mais vous avouerez qu'évidemment, le fait que Platon soit le seul à s'en faire l'écho la rend vraiment ténue comme un fil. Alors, ce qu'il faut dire, Jacques Gossard, c'est que dans les périodes anciennes, à la Renaissance, à l'âge classique, il y a quelques petits échos des mentions de Platon, bien entendu, puisqu'on lit beaucoup les grands auteurs à l'époque, et donc Platon est très lu, et forcément, on voit ressurgir de temps en temps l'Atlantide, mais c'est vraiment peu de choses. On ne peut pas dire que ça passionne les foules au XVIIe siècle. Effectivement, et ça, encore une fois, c'est la faute à Aristote. Il avait une telle influence jusqu'à la fin du Moyen-Âge qu'il n'était pas question de remettre en question son jugement. Et un des premiers à étudier un peu sérieusement l'Atlantide à partir de la Renaissance, c'est Athanas Kircher, une sorte d'homme universel qui a touché une sorte de Léonard de Vinci allemand. Absolument, oui. C'était jésuite allemand, et qui a, entre autres choses, étudié l'Atlantide, et lui a relu les textes de Platon, a considéré qu'il devait s'agir malgré tout d'une réalité historique, et il a replacé, dessin à l'appui d'ailleurs, une carte à l'appui, l'Atlantide au milieu de l'océan Atlantique. Alors, nous avions l'autre jour comme invité le prince Michel de Grèce, qui a toutes sortes d'idées sur toutes sortes de sujets. C'était d'ailleurs un moment tout à fait délicieux. Et il nous a raconté sa rencontre avec le célèbre archéologue Marinatos et sa conviction que l'Atlantide était en fait la civilisation minoenne, la civilisation crétoise. Ça a été, on peut dire que dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est la thèse qui a été le plus souvent avancée. Effectivement, je dirais que c'est la thèse qui a vent en poupe actuellement. Voilà, c'est ça. Oui. Parmi ceux, en tout cas, qui veulent bien reconnaître une certaine réalité au mythe, oui, voilà. En France, un des défenseurs de cette théorie a été d'ailleurs le commandant Cousteau. Bien sûr, oui. Alors, à propos de cette civilisation minoenne, on confond deux choses. Parce que il faut savoir que au XVIIe siècle avant notre ère a eu lieu une grande catastrophe qui a affecté l'ensemble de la Méditerranée, et plus particulièrement la Méditerranée orientale. C'est l'explosion du volcan de Santorin. Alors Santorin, c'est une petite île totalement volcanique qui d'ailleurs a encore la forme du cratère d'un volcan. Effectivement. Et au départ, jusqu'au XVIIe siècle, c'était une île circulaire. Elle se trouve à environ 100 km au nord de la Crète, et c'était une des bases de la civilisation minoenne, comme d'ailleurs l'île de Crète. Et au XVIIe siècle, on pense que c'est aux alentours de 1600-1640 avant Jésus-Christ, le volcan de Santorin est entré en éruption, une éruption tellement forte que véritablement tout le centre de l'île a explosé, et le nuage de cendres est
et a envahi toute la Méditerranée orientale, et un tsunami assez gigantesque, on estime actuellement qu'il y a eu 3 vagues d'une vingtaine de mètres de hauteur, a déferlé sur la Méditerranée orientale et a partiellement détruit les infrastructures de Crète et donc des Minoens. Au départ de ça, on a pu imaginer qu'il devait y avoir une relation entre cette catastrophe, la disparition d'une civilisation extrêmement avancée pour son époque, qui était la civilisation minoenne, et ce mythe de l'Atlantide. C'est vrai que cette civilisation minoenne n'est pas du tout banale. On en parle très peu. Elle ne fait pas partie des programmes scolaires, tout simplement. Elle est un peu le parent pauvre des grandes civilisations d'Europe. Et pourtant, quel degré de raffinement, quelle société pacifiée, unie, brillantissime, disons-le, hein, avec toutes les fresques, on connaît le palais de Knossos, etc. Mais on a oublié tout le reste, si je puis dire. Et on serait tenté de voir dans les Atlantes de Platon, peut-être se dessiner les Crétois. Effectivement, ça pourrait. Ça pourrait parce que, comme vous le disiez, c'est une civilisation qui est extrêmement avancée, qu'elle est en avance sur son temps, disons-le, et c'est une civilisation maritime et commerciale. Et oui. Et développée à un tel aux échanges point, à tout niveau. Et développée à un tel point dans l'ensemble de la Méditerranée que elle domine sans devoir faire la guerre. Elle domine presque naturellement par rapport aux autres. Alors ce que nous allons voir dans un instant dans le récit, c'est qu'évidemment les hypothèses ont été multiples pour essayer de localiser l'Atlantide. Après tout, la Crète, c'est une hypothèse, c'est une possibilité, mais il y en a tellement d'autres. Mais oui, au fil des siècles, on a voulu placer l'Atlantide un peu partout, jusqu'en Afrique du Sud, dans le Caucase, au Spitzberg, figurez-vous, et même en Océanie, en Afrique du Nord aussi. C'était la thèse de Berliou en 1874. Vous savez que c'est elle qui va inspirer au grand romancier Pierre Benoît son Atlantide dans le Hogar. Vous savez, ce magnifique roman. En 1931, l'Allemand Hermann soutient que l'Atlantide était en Tunisie, dans la région des Chottes. Il y aurait énormément d'hypothèses à analyser. On va y revenir dans un instant. Je voudrais simplement vous en désigner quelques-unes. Au milieu du dernier siècle, au milieu du XXe siècle, le grand érudit Georges Poisson, qui présidait la Société préhistorique française, a voulu revenir à la source même, donc au texte de Platon, au Timée. Et Platon nous dit que l'île d'Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Hercule, donc au-delà du détroit de Gibraltar. Alors voyons à Gibraltar. Monsieur Poisson rappelait qu'en 1898, lors de la pose d'un câble sous-marin entre Brest et Cap Cod, un grappin avait rencontré au nord des Açores, par 47 degrés de latitude nord et 29 degrés 40 de latitude ouest, de petites esquilles minérales en lave vitreuse qui n'avaient pu se consolider sous cette forme que sous la pression atmosphérique, qui donc avait dû connaître à d'autres époques le plein air. Ce qui veut dire que au nord des Açores, une île s'est effondrée et qu'elle s'est effondrée dans des périodes relativement récentes. Selon Georges Poisson, entre 18 500 et 6 500 avant notre ère. Ah ça tomberait bien pour nous, puisque je vous rappelle que si l'on en croit Platon, donc Solon, toute cette histoire, ce moment où l'Atlantide s'est abîmée dans les flots, remonterait à environ 9600 ans. Beaucoup plus près de nous, un géologue français, Jacques Colina-Girard, spécialiste de morphologie marine et passionné de plongée, a découvert que dans la région même de Gibraltar, il s'est produit, à l'époque dont parle Platon, des événements qui pourraient coïncider avec le mythe de l'Atlantide. Le niveau de la mer a monté de 13 mètres en 20 000 ans, prouve-t-il. On est à l'ouest de Gibraltar, l'archipel est dominé par une île 14 km de long sur 5 km de large, l'île de Spartel, c'est le nom du banc de haut fond qui se trouve à cet endroit. Il faut reconnaître qu'une île se trouve si près de la surface de l'eau dans une région qui correspond si bien à celle décrite par Platon, c'est assez troublant. Sauf que, nous dit un journaliste italien, il s'appelle Sergio Frao, sauf que du temps de Platon, ce qu'on désignait par le terme de colonne d'Hercule n'était probablement pas le détroit de Gibraltar. Ce seront, dit-il, les Romains qui ont pris l'habitude de dénommer ainsi le détroit de Gibraltar. Du temps de Platon, c'était plutôt la façon de désigner la Sicile. Ah, mais alors dans ce cas, l'Atlantide pourrait être tout simplement la Sardaigne, d'où proviendraient du reste les fondateurs de la civilisation étrusque. Ah, une civilisation étrusque, civilisation suffisamment développée, tout pont coupé avec d'autres grands groupes humains pour qu'on puisse penser qu'effectivement elle se confondrait dans des périodes beaucoup plus reculées avec ceux que nous appelons les Atlantes. Je passe sur d'autres découvertes et sur certaines pseudo-découvertes plus récentes encore, au large de Chypre par exemple, des découvertes qui ont été, semble-t-il, invalidées scientifiquement. On verra tout à l'heure avec Jacques Gossard ce qu'il faut en penser. Je passe aussi sur l'hypothèse qui a voulu identifier les Atlantes à l'homme de Cro-Magnon.
Cro-Magnons, qui vivait, vous savez, en Europe occidentale il y a 12 000 ans. Non que cette hypothèse soit spécialement farfelue, elle correspond en effet plutôt avec la datation de Platon, mais elle n'apporte rien sur ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est-à-dire l'identification de l'endroit, de l'île elle-même. Plus intéressant me paraît le travail effectué il y a une 60aine d'années par un pasteur allemand, Jürgen Spanut. Et il avait été frappé, lui, par les circonstances décrites par Platon. En effet, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, mais Platon se sert de l'exemple des Atlants pour stigmatiser les noblesses de l'Athènes de son époque et d'un certain nombre de cités qu'il compare aux anciens Athéniens qui s'étaient battus contre l'invasion des Atlantes et qui avaient eu le dessus sur les Atlantes. Pour Platon, cette civilisation, donc ces Atlantes, avait envahi tout le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, sauf Athènes donc. Spanut a cherché si une telle invasion pouvait trouver un certain nombre de confirmations archéologiques aux alentours de 9600 avant notre ère, évidemment. Sauf que pour que ça se confirme, il faut que des États grecs existent et qu'Athènes elle-même existe. Il faut qu'existe un royaume égyptien. Il faut que le travail du cuivre, celui de l'étain, etc. soit assez avancé si l'on veut coller avec le texte de Platon. Et tout ça situerait l'invasion des Atlantes non pas en 10 000 avant notre ère, mais plutôt, on va dire, entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Platon, sur la datation, quand je dis Platon, peut-être Solon avant lui, sur la datation, avait commis une erreur. Après tout, si Solon n'avait pas été capable de traduire correctement ce que lui avaient dit les grands prêtres égyptiens. Partant de cette certitude d'une erreur de datation, notre pasteur allemand s'est mis à chercher des traces d'une invasion massive au 2e millénaire. Et évidemment, ces traces, il n'a pas eu grand mal à les trouver. Essentiellement en Égypte d'ailleurs, à Karnak et à Medinet Abou. Il n'y est question que d'envahisseurs venus du pays de l'obscurité, entendez peut-être le nord de l'Europe, des peuples envahisseurs qui vont laisser dans l'histoire le nom de peuples de la mer. Ce sont eux qui ont déferlé sur tout le bassin méditerranéen aux alentours de l'an 1200 avant Jésus-Christ. J'ai eu l'occasion de vous en parler à l'occasion d'émissions sur des sujets très différents. Les Phrygiens, leurs ancêtres, détruisent l'empire hittite, c'est là la chute d'Atoussa. Les Philistins viennent disputer aux Hébreux le contrôle de la Palestine. En même temps, l'Égypte du Nouvel Empire doit faire face à une invasion considérable. Et puis, bien entendu, c'est le basculement de toute la civilisation archaïque de la Grèce. Ainsi donc, les peuples de la mer pourraient être les Atlantes. Le problème avec Spanut, c'est qu'il a voulu aller plus loin, il a essayé de les identifier. Vous savez, ça n'ôte rien au mérite de cet homme qui, par sa persévérance, a réussi à identifier l'origine des peuples de la mer, mais en définitive, on n'est pas beaucoup plus avancé sur la localisation de l'Atlantide ancienne. Est-ce qu'il faut situer l'Atlantide carrément en mer du Nord, puisqu'on pense que ces peuples de la mer descendaient du nord de l'Europe? Est-ce qu'il faut la situer, comme nous le disions tout à l'heure, dans la mer Égée, du côté de Santorin? Ce n'est peut-être pas l'un ou l'autre. Si l'on s'en tenait à l'hypothèse des peuples de la mer, ce serait l'un et l'eau. Ce qui signifierait qu'en l'occurrence, ce que nous décrit Platon, ce serait qu'un événement historique relativement ancien pour lui avait laissé comme imprégnation dans la mémoire des hommes. L'Atlantide 2 de Jacques Gossard, dans la collection Les Aventuriers de l'étrange, c'est chez Dervy. Et puis je rappelle donc le titre de votre revue, Chronique des civilisations disparues, c'est Kadath, K-A-D-A-T-H. Merci beaucoup à vous d'être venu nous ouvrir l'esprit.